Vous êtes à Tam Tam sur Radio-Canada International. L'autre histoire avec collègue et anthropologue Serge Bouchard. Bonjour. Bonjour. La dernière fois, on parlait des Iroquoiens, des Algonquins, la rencontre avec Jacques Cartier, cette rencontre aussi avec des peuples qui n'a vu mais pas, qui n'a pas parlé, les Béoteux à Terre-Neuve. Ouais. Cette fois-ci, on est rendu en 1600, 1600, et là, il y a Samuel de Champlain qui arrive, et là, il y a des cartes politiques qui se jouent, qui s'inscrivent. Là, on commence à mieux reconnaître. D'abord, on a un siècle. Depuis un siècle, on amène des sauvages américains sur la scène européenne et on les étudie. Et vous soulignez le terme sciemment, là. Oui, Ce sont des sauvages, des habitants de la forêt, des gens non civilisés, mais qui posent question. Les Européens s'interrogent. Mais soit qu'ils les tuent, soit qu'ils se font tuer par eux, soit qu'ils sont amis mais les ramènent comme esclaves. Mais on les examine en Europe. Vous savez que Montaigne s'est déplacé sur Rouen pour aller les examiner. Et il va écrire ces fameux textes où il dit, ce sont des gens normaux. Finalement, ce sont des gens comme nous. C'est une question de tout est relatif. Et puis c'est le début de l'anthropologie moderne, si on veut. Mais Champlain, c'est plus sérieux. Champlain n'est pas là il est là pour s'établir. C'est-à-dire pour établir un vrai contact, un commerce. Alors là, il faut apprendre. Il faut savoir que ces peuples existent et il y a de nouveaux peuples qui vont apparaître dans la mire. Alors, et puis d'autant plus que Champlain va envoyer des espions, ou je dirais des gens, des jeunes Français à l'intérieur des terres. On ne soupçonne pas la géographie nord-américaine, on ne soupçonne pas l'ampleur spatiale du continent à découvrir. On s'imagine que la mer de l'Ouest est quelque part. Et on la recherche, d'ailleurs, le passage de la mer de l'Ouest. On va pas s'imaginer que c'est un bloc de terre qui est aussi vaste, et on va mettre 200 ans, 300 ans à découvrir les terres et les populations. Alors Champlain, lui, ne revoit pas les Iroquois canadiens et Hochelaguiens qui apparemment ont disparu. C'est un grand mystère de l'histoire. 75 ans après Jacques Cartier, ces gens à Québec et à Montréal ne sont plus là. Les villages ont été brûlés, ils ont évacué. La terre, maintenant, est algonquienne. Ce sont des Algonquins. Et ça, les Algonquins, Champlain les rencontre. Alors, Champlain refait les découvertes et revoit en Acadie les Micmacs. Il va rencontrer les Malécites, Wolastoq, qui sont au sud des Micmacs, qui sont de même famille algonquienne, même type de population culturellement parlant. Mais les Wolastoq, le Micmac, que les Français vont aussi appeler les Etchemins. Là, vous avez le palmarès des termes. Les Micmacs, on va les appeler les Souriquois. Faut vraiment être bon là-dedans, quand on lit des archives, pour dire, avant, il parle des Souriquois, il est en train de parler des Micmacs. Il parle des Etchemins, mais ça, ce sont les Malécites. Et on va rencontrer les Abénakis, les fameux Abénakis, les Algonquins du pays de l'Aube, c'est ce que veut dire Wabanaki, le pays du soleil qui se lève. Et puis les Wabanaki, ils sont il y a les Sokoki, il y a les Massachusetts, les Narragansett. D'ailleurs, toute la toponymie nord-américaine. J'en profite pour dire que les Premières Nations d'Amérique du Nord et au Canada, mais beaucoup aux États-Unis, ils ont donné leur nom. Parfois, ils sont disparus, mais ils ont donné leur nom à des États américains. Très souvent, ou à des régions. Massachusetts, c'est un cas célèbre. Narragansett, Pawtucket, ce sont tous... Shenandoah. Puis Wampanoag. Ce sont tous des noms américains, des noms d'Algonquins, Abénakis. Puis Champlain va les connaître, parce que Champlain va explorer le golfe du Maine. Il va rencontrer ces gens-là, les Abénakis, beaucoup. Mais dans l'intérieur du Saint-Laurent, il va pousser les explorations. Champlain va aller au-delà de l'Outaouais. Et là, il va rencontrer les Algonquins proprement dit. Il va rendre célèbres les fameux Algonquins qui sont dans l'axe du fleuve Saint-Laurent, de la rivière des Outaouais, qui rentrent à l'intérieur du continent, vers l'ouest, vers les grands lacs, vers le lac des Hurons et le lac Ontario, les fameux Algonquins. Alors, dans l'histoire, ils sont célèbres avec les Quiché-Chipérini, qui occupaient la rivière jusqu'en 1650, au moment où ils vont disparaître soudainement par les maladies et les guerres. La nation va disparaître, mais c'était les grands Algonquins de la rivière, qui auraient dû s'appeler la rivière des Algonquins, mais qui va s'appeler la rivière des Outaouais. Les Outaouais, oui. Parce qu'ils ont été remplacés. Quand un peuple meurt, il y a le principe du vide. Quand un peuple disparaît, c'était des petits peuples. Ils n'étaient pas des milliards. Ils étaient peut-être 5 000, 4 000 personnes. Et puis, c'est arrivé dans le cas des Quiché-Chipérini qui sont disparus. Aux guerres et aux maladies. Il y avait les Algonquins Ouescarini, les Algonquins Népicirini, qui est le lac Népissing, qu'on appelait les Algonquins les sorciers.
Et il va connaître tous ces gens, Champlain, lui et ses émissaires, des gens comme Étienne Brûlé, Guillaume Vigneault, ces jeunes Français qui deviennent des Algonquins. Et au-delà... Et c'est ça c'est important, ça. Oui. Qui deviennent des Algonquins, ces gens. C'est-à-dire, ils vont devenir... Ils prennent fait et cause. Les Français, quand les Français débarquent, plusieurs des jeunes Français s'en vont à l'aventure dans les grandes forêts nord-américaines et le terme était s'ensauvager. On disait ils s'ensauvageaient. On les perdait à la culture européenne. C'est-à-dire qu'ils devenaient amérindiens. Le pouvoir d'assimilation des Amérindiens était énorme. Les Européens de basse, sans éducation, là, c'est ceux qu'on traitait comme des mules, des ânes et des chiens. La ville populace, quoi. C'est ça. Quand ils étaient dans la forêt, là, ils trouvaient la liberté, ils se retrouvaient une personnalité, mais ils trouvaient aussi des sociétés extrêmement fascinantes. Et celle qui va le plus fasciner certains jeunes Français, dont Étienne Brûlé, bien sûr, c'est la découverte de la population Wendat-Huron, au lac qu'on appelle aujourd'hui le lac des Hurons, en baie Georgienne. Là, on retrouve le même type que ce sont des Iroquoiens. Alors, on les a pas retrouvés sur le Saint-Laurent, ils sont disparus depuis Jacques Cartier, mais là, on retrouve des Iroquoiens très vivants en baie Georgienne. Ce sont les Wendat. Les Wendat, oui. Ils sont confédérés. Là, juste pour un petit peu de géographie, on est au cœur de l'Ontario, la baie Georgienne, grand lac des Hurons. C'est dans les premiers grands lacs. Juste au nord du lac Ontario, le lac qui s'appelle justement le lac des Hurons. Ça, c'est fascinant. Ce sont des villages construits avec des maisons. Ce sont des agriculteurs. Ils cultivent le maïs, les fèves, les courges. Ils n'ont pas d'animaux domestiques cependant, mais ils sont sédentaires. Alors là, les Français se reconnaissent un peu. Là, ils voient des villages, ils vont dessiner ça. Et les Wendat, les Hurons, vont devenir des grands alliés des Français, avec les Algonquins. Ils sont amis avec les Algonquins, et puis là, ils font un pacte politique avec les Français. Et ça nous donne, en effet miroir, apparaît une autre population très importante, les Iroquois de l'État de New York. Alors, vous avez les Hurons du lac des Hurons et les Iroquois de l'État de New York qui sont en face l'autre lac, le lac Ontario. Et ça, ils sont pareils aux Hurons. Même langue, ou à peu près, même culture, un État confédéré. Ce sont des confédérations, des matriarcats. Et la descendance est du côté des mères. Voilà. Ce sont des sociétés claniques féminines. Et ce sont des sociétés guerrières. Et à l'époque où les Français les rencontrent, ces populations, j'en profite pour le dire, sont parfois en compétition. Comme dans n'importe quelle région du monde, les Hurons étaient les ennemis mortels des Iroquois. Ils étaient plus puissants que les Iroquois, plus nombreux que les Iroquois. Ils terrorisaient les Hurons tout le nord-est de l'Amérique. Il valait mieux être amis avec les Hurons. Et ils étaient très aussi arrogants. C'était la lingua franca entre Amérindiens. C'était le Huron. Les Hurons n'apprenaient pas d'autres langues. Vous apprenez ma langue. Il y a une langue, c'est la mienne. Alors, tous les Indiens étaient polyglottes un peu. Les Hurons étaient unilingues. L'être humain ne se corrige pas, c'est toujours la même chose. Le plus fort est unilingue. Et tous les autres doivent apprendre la langue. Alors, l'Amérique nous donnait une leçon normale d'humanité. Alors, pensez donc à la Confédération des Wendat au lac des Hurons, les Iroquois, qui avaient 5 nations, qui ont traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui. Les Sénéca, les Oneida, les Cayugas, les Onondaga et les fameux Mohawks, qui s'appelaient en fait les Agniers. Alors, les Hurons avaient aussi leur confédération, les 4 fameuses nations huronnes, les Attignawantan, Attignanganak, Tahantanrat et Harandaronon, que les Français connaissaient très bien, tout le monde connaissait, mais aujourd'hui, personne ne se rappelle de ces noms. Pourquoi vous pensez qu'on vous l'a demandé, d'ailleurs? Il y avait donc tous ces Algonquins, et la découverte par Champlain et ses associés que là, le territoire est sans fin, on ne sait pas encore, mais là, les gens leur disent, il y a plein de nations. Encore, il y a d'autres grands lacs, il y a des nations. Et là, Champlain se met systématiquement, de façon studieuse et précisément, c'est un bon cartographe, à faire les cartes de la géopolitique de toutes les nations qu'il a recensées et qu'il connaît et avec lesquelles les Français vont devoir, et effectivement, vont faire l'histoire. Histoire qui se poursuivra à la prochaine fois, où cette fois, on va se promener avec notamment un de nos grands explorateurs, Pierre Radisson. Eh ben oui, lui est terrible. Serge Bouchard, l'autre histoire. Merci beaucoup. Merci.